Equifax vient de publier des résultats du premier trimestre 2026 qui, en surface, ressemblent à une belle histoire de transformation réussie. 1,649 milliard ici, enfin même pas 1,649 milliard ici de revenus, en hausse de 14%, dépassant de 37 millions le point médian de la guidance de février. Bénéfice surprenant positivement, enfin, quand je dis surprenant positivement les attentes des analystes, Dynamic Cloud en pleine accélération. Pourtant, l'investisseur qui s'arrête à ce niveau de lecture passe à côté d'une question qui devrait le tenir éveillé. Dans quelle mesure cette croissance repose-t-elle sur des fondations structurelles solides? Et dans quelle mesure est-elle simplement le reflet d'un contexte de taux d'intérêt favorable qui, par définition, ne durera pas? Donc, c'est ce qu'on va essayer de comprendre en date d'aujourd'hui. Le moteur principal de la surprise positive est sans ambiguïté. Les revenus hypothécaires américains ont progressé de 38%, portés par une activité accrue en première moitié de trimestre ici avant que les taux ne remontent. Si vous allez voir à peu près sur le site ici de Fannie Mae ou de Freddie Mac, vous allez retrouver ici, vous allez vous rendre compte qu'au mois de février, les taux d'intérêt, les mortgages, attention, les taux d'intérêt hypothécaires étaient en dessous, le 30 ans était en dessous des 6% pour la première fois depuis très longtemps. OK? Et notamment après cette période-là, on a eu une certaine remontée. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Dans un secteur où les volumes d'origination sont directement liés aux décisions de refinancement des ménages, ce type d'accélération est mécanique. Ce n'est pas une victoire commerciale d'Equifax sur ses concurrents. Non. Si vous avez vu même FICO a eu de très bons résultats pour deux raisons. Augmentation des volumes d'origination et également augmentation des prix. Donc c'est la conjoncture actuelle qui a distribué des revenus supplémentaires à tous les bureaux de crédit exposés à l'immobilier. Et plusieurs facteurs, dont les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et des craintes de résurgence inflationniste, ont déjà contribué à un rebond des taux freinant cette dynamique avant même qu'elle ne soit pleinement enclenchée. Ce qui veut dire que au deuxième trimestre, les bonnes nouvelles qu'on a eues au premier ne seront... Enfin, il y a des éléments ici qui pourraient faire à ce que ces bonnes nouvelles-là ne perdurent pas. Parce qu'elles ne contrôlent pas les taux d'intérêt. OK? Et les taux d'intérêt, on a une remontée des taux d'intérêt à cause des raisons que je vous ai données tantôt. Et comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, allez vérifier l'information. OK? So, je continue ici. Ce point est crucial parce qu'il est invisible dans les titres. Quand la direction annonce une croissance à deux chiffres que les marchés applaudissent, l'investisseur peut expérimenter tant avoir la confirmation d'un business model en pleine santé. Ce qu'il devrait voir, c'est une distinction fondamentale. Quelle part de cette croissance est organique et structurelle? Quelle part est cyclique et donc éphémère? Les originations hypothécaires aux États-Unis ont culminé en 2021, touché le fond en 2023 et depuis, elles stagnent autour de la moitié de leur moyenne historique décennale. Donc, la direction avance qu'une normalisation complète pourrait ajouter environ 4 dollars par action aux bénéfices. Les bénéfices attendus en 2016. Et donc, quand on va parler ici, par exemple, quand on va regarder les bénéfices nets, les attentes des analystes, etc., enfin, les prévisions pour 2026, vous allez vous rendre compte que le 12 dollars attendu d'ici 2028 inclut, disons, enfin, à peu près un scénario où tout se passe très bien. Et donc, il faut faire très attention parce que 30% du temps, les analystes font de très mauvaises prévisions sur ce genre de business. Et vous allez remarquer que en regardant le Analyst Scorecard, à partir de quelle période ça a commencé à être compliqué? Eh bien, les originations ont culminé en 2021. Et à partir de 2023, on a atteint un point bas. Et depuis cette période-là, on est à la moitié du point médian qu'on a connu sur la décennie précédente. Et quand on parle de décennie précédente, la question que vous devrez vous poser, c'est pendant cette décennie-là, est-ce qu'on avait des taux d'intérêt à quel niveau? Les taux d'intérêt au niveau des mortgages étaient à quel niveau? Est-ce que vous pensez que ça va revenir? Ça, c'est la grosse question. C'est la grosse inconnue. Et franchement, si vous pouvez répondre, eh ben, laissez-moi savoir en commentaire déjà pour commencer. Parce que moi, je n'arrive pas à répondre à cette question-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ça dépend de beaucoup d'éléments. Donc déjà, à partir d'ici, je sais que c'est une entreprise où il y a beaucoup de moving parts. C'est une belle entreprise, hein? Mais attention. Maintenant, je continue. Comme je dis ici, la direction avance qu'une normalisation complète pourrait ajouter environ 4 dollars par action aux bénéfices. Un chiffre à traiter comme une indication de sensibilité
plutôt qu'une projection fiable dans la mesure où ces hypothèses sous-jacentes sur le taux de pénétration et d'Equifax dans un marché normalisé ne sont pas publiquement détaillées. Ce qui est certain, c'est que le déclencheur de cette option de valeur échappe totalement au contrôle de l'entreprise. Donc la position concurrentielle d'Equifax est souvent résumée en une phrase. Oligopole à 3 acteurs avec Experian et TransUnion, barrière à l'entrée quasi infranchissable, données propriétaires accumulées sur les décennies, point. Cette description est correcte, mais elle est incomplète d'une façon qui peut induire en erreur. Le vrai mode d'Equifax n'est pas homogène, il varie selon les segments. Workforce Solutions a progressé de 10% avec les Verification Services en hausse de 14% portés notamment par une croissance à 2 chiffres des contrats gouvernementaux. Ces contrats liés aux nouvelles exigences de travail et de revenus pour les bénéficiaires de Medicaid génèrent directement des volumes de vérification pour Equifax. Mais il serait inexact de présenter cette exposition gouvernementale comme un avantage sans contrepartie. À savoir une dépendance au contrat d'État substitue un risque cyclique par un risque politique, donc celui de renégociation tarifaire, de changement d'administration ou de décision budgétaire non anticipable. Ce n'est pas nécessairement une amélioration du profil de risque global, c'est un échange de type d'incertitude contre un autre. Et dans le segment hypothécaire, le mode préserve la part de marché au sein du cycle sans jamais protéger contre le cycle lui-même. Donc si le cycle, disons, est à 100 et que vous avez des parts de marché de 30%, vous gagnez 30% de ce sort-là. Si le cycle est à 10 et que vous maintenez toujours vos 30% de parts de marché, vous gagnez maintenant 3. Et vous ne pouvez pas, ce n'est pas vous qui décidez par rapport au cycle. Le cycle dépend de la santé dépend du niveau d'inflation, des taux d'intérêt, globalement des taux d'intérêt, mais également de la bonne santé du marché du travail. Ce sont des éléments que Equifax ne contrôle pas. Encore une fois, je rappelle qu'il y a beaucoup de moving parts dans ce business-ci. Donc, quand moi je vois ça, pour moi, Equifax, je vais commencer à réfléchir comme un business sur lequel il faut normaliser les résultats. Mais il y a un élément très important à mentionner ici, c'est que la demande aux États-Unis pour les nouveaux logements ou la construction résidentielle, etc., elle est potentiellement élevée, mais freinée par quoi? Les taux d'intérêt élevés. Or, quand on parle même de taux d'intérêt élevé par rapport à quelle période? Par rapport à la décennie précédente. Parce que si on va un peu plus loin dans les années 80, il y a des gens qui ont eu des maisons ici, qui ont acheté des maisons sur des taux d'intérêt très élevés. Ici, par exemple, vous avez le volume d'origination ici aux États-Unis sur les 10 dernières années. Vous pouvez voir que si vous comparez avec les taux d'intérêt au niveau des mortgages ici, je prends le 30 ans ici, prenons les 10 dernières années, les 5 dernières années ici, vous pouvez voir que, malheureusement, je n'ai pas ce chiffre-là. Je pourrais l'avoir sur Freddie Mac ici. Donnez-moi juste un instant. Où est-ce qu'on pourrait avoir ça? 10-year mortgage rate, 30-year mortgage rate, OK, mortgage rate, OK. Je le prends ici, je le mets là, et là, vous avez la réserve fédérale, vous pouvez aller regarder ici, vous mettez USC, voilà. Il y a des secteurs d'activité, les amis, ne vous amusez pas à y aller si vous ne comprenez pas les dynamiques sectorielles, c'est très important. Ça, c'est l'élément déclencheur. OK? Et quand on dézoome un tout petit peu, quand je parle de la dernière décennie, vous vous rendez compte qu'entre 2010 et 2022, on a eu à peu près des taux d'intérêt en dessous de 5% et que depuis au moins 1981, les taux d'intérêt sont structurellement en baisse, avec un point bas touché aux alentours de 2021. Mais le problème, c'est que ceux qui ont connu ces taux d'intérêt bas vont se dire que ça pourrait revenir un peu plus bas que ça. Alors que ceux qui ont connu cette période-ci, pour eux, c'est une anomalie que ça soit de plus en plus bas. Même s'ils ont tendance à refinancer, etc. Donc, c'est tout bénéf pour eux, mais ils ont payé un tout petit peu plus cher. Mais voilà, pourquoi cette période-ci pourrait revenir? Ne l'oubliez pas. La dernière fois qu'on a eu des taux d'intérêt à ces niveaux, je parle ici des primary mortgage, d'accord? Ici, on était à peu près aux alentours de 2005 par là. 2005, avant la crise de 2008. Le problème, donc, c'est que vu que la demande résidentielle est élevée, le problème, c'est que les gens s'attendent à ce que les taux d'intérêt reviennent à ce qu'ils ont connu précédemment. Or, ça pourrait ne plus revenir. Et donc, 6% devient la nouvelle norme. Mais ça prend combien de temps? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question-là.
Donc, il y a beaucoup d'éléments ici qui devraient aller... Enfin, il y a beaucoup d'éléments changeants. OK? So, je reviens ici. Voilà. Et là, on continue. Comme je l'ai dit tantôt, le mode préserve la part de marché au sein du cycle sans jamais protéger contre le cycle lui-même. Donc, le mode ici d'Equifax ne protège pas Equifax contre le cycle lié au mortgage, etc. OK? Au marché hypothécaire. Donc, la direction communique intensément sur sa transformation cloud et son expansion en analytique de données. Et les chiffres commencent à refléter une vraie décorrélation sectorielle. Hors segment FICO, donc tout ce qui concerne ici les scores, etc., la croissance des revenus s'établit à environ 10%, dans le haut de la fourchette long terme de 7 à 10% que la direction s'est fixée. Bon point. Avec une marge EBITDA de Workforce Solutions à 52,3%, en hausse de 200 points de base. L'international affiche 4% de croissance en devise constante, avec une dynamique solide au Canada. Ces segments progressent indépendamment du cycle hypothécaire, ce qui est précisément ce qu'une transformation structurelle devrait produire. Mais la question qui reste ouverte est de savoir si cette décorrélation est suffisamment avancée pour amortir le ralentissement hypothécaire prolongé ou si elle reste encore trop marginale dans le mix de revenus total pour changer le profil de risque de l'entreprise de façon significative. L'analyse d'Equifax ici illustre un piège analytique particulièrement fréquent. Confondre la qualité d'un business avec la qualité d'un moment dans le cycle. Et là, je reviens encore aux mémoires. Je le dis, faites ce que vous voulez, mais allez-y au moins creuser. OK? Avant de douter de quoi que ce soit. Allez-y creuser vous-même. Ne confondez pas la qualité du business à la qualité d'un moment dans le cycle. Et lui, toujours que dans les mémoires, en fait, l'entreprise ceux qui vont bien se comporter sur le long terme, c'est ceux qui vendent des équipements. Vous savez pourquoi? Parce que le vrai business dans des compagnies comme ASML, Lam Research ou bien Apply Material, en fait, c'est la maintenance. Et plus vous commandez d'équipements, surtout quand vous gagnez beaucoup d'argent, techniquement, en bas de cycle, vous allez continuer à maintenir ces équipements-là. La seule chose qui va avoir tendance à fluctuer, c'est la vente de nouveaux équipements. Et or, le vrai business, c'est la maintenance. Point à la ligne. Donc, des entreprises parfaitement médiocres peuvent afficher de brillants résultats trimestriels dans un environnement de taux favorable. Remplacer taux favorable par autre chose. Si le secteur est en hausse en date d'aujourd'hui parce que la demande est élevée par rapport à la pénurie, même une entreprise médiocre peut avoir de très bons résultats. Des entreprises excellentes peuvent décevoir dans un contexte macro adverse. Donc l'investisseur qui ne sait pas lire la structure derrière les chiffres achètera au mauvais moment et pour les mauvaises raisons, non pas par manque d'intelligence, mais par manque de méthode. Posez-vous les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. Vous posez les mauvaises questions, vous aurez les mauvaises réponses. Donc là, quand on dit ici que le PER est bas, ça veut dire que c'est une opportunité, c'est une mauvaise question. Et donc ça vous donne la mauvaise réponse. Okay? Donc, la direction elle-même a maintenu sa guidance. Donc, malgré les très bons résultats, la direction elle-même a maintenu sa guidance annuelle en citant explicitement l'incertitude macro sur les taux. Les tensions géopolitiques et des questions juridiques en cours signalent rare de prudence de la part d'un management qui venait pourtant de battre ses propres prévisions. La vraie question est donc simple à formuler et difficile à répondre honnêtement. Si les taux hypothécaires restent élevés pendant les 18 prochains mois, quelle est la croissance résiduelle d'Equifax? Et à quel multiple êtes-vous en train de l'acheter aujourd'hui? Ça, c'est la question que je vous pose. Et maintenant, on va faire l'analyse quantitative. Avant d'y arriver, je tiens à mentionner une chose. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis d'atteindre 7,5% ici par rapport à notre objectif de financement de projet, toutes les informations sont en description de la vidéo. Ainsi que je remercie également ceux qui nous permettront d'atteindre le 100% assez rapidement. J'ai également sorti une vidéo tout à l'heure pour déjà vous dire à peu près, parler de l'état d'avancement, etc. Donc toutes ces informations-là sont en description de la vidéo. N'oubliez pas, aujourd'hui, vous recevez quelque chose et demain, vous recevez également quelque chose par rapport à ce projet-là. Bref, je vous laisse aller voir ça. Maintenant, on passe à la partie qui, selon moi, est la plus facile. Mais vous allez comprendre maintenant pourquoi je vais changer quelque chose. Parce que dans l'ancien monde, je serais assis ici, du coup, Equifax, bon business, on va regarder le PER, bon, on va faire ci, ça. Voilà, croissance des revenus. OK, croissance des revenus, on aime ça. Marge brute, stable ou croissante. À partir d'ici, vous constatez qu'il y a un problème. La marge brute est sous pression. Bon, marge brute sous pression, on va se dire quand même que, voilà, sur les derniers, depuis à peu près 2018, c'est à peu près stable. Mais on constate quand même qu'on a connu mieux par le passé. Mais on ne peut pas conclure la marge EBITDA si on ne regarde pas la marge EBITDA. Vous voyez également que la marge EBITDA est sous pression. Ensuite,
Malgré la croissance du chiffre d'affaires, hein, et ça peut également vouloir dire que l'entreprise est peut-être rentrée dans d'autres segments d'activité qui ont des marges moins élevées. Parce qu'il faut pas, il faut le dire une chose, il y a deux types de croissance. Il y a une croissance organique et il y a une croissance inorganique. Donc, inorganique, c'est peut-être acquisition ici. Si vous faites des acquisitions ici, vous achetez de la croissance. Et parfois, si j'avais une entreprise qui avait des marges, si mon business principal c'était 80% de marge et que je rajoute un nouveau business à l'intérieur, mais qui a plutôt, disons, 10% de marge et qui représente maintenant 25% ici du chiffre d'affaires, mes marges moyennes vont diminuer. Même si ce business-là est structurellement bon, mais les marges moyennes vont diminuer. OK? C'est un peu comme si Apple allait acheter une entreprise comme Walmart. Malgré que Apple soit un beau business, mais quand vous allez joindre les deux, la marge brute va diminuer. Il ne serait pas d'ailleurs intelligent d'acheter ce business-là. D'accord? So, la marge brute va diminuer. Ça peut également être compréhensible. On ne tire pas des conclusions hâtives. On regarde l'entreprise dans son ensemble. OK? Et donc ici, je vois qu'il y a eu beaucoup d'acquisitions. Et donc ces acquisitions-là peuvent être dans des domaines d'activité où les marges sont moins élevées, mais peut-être la croissance assez élevée. Attention. Ou bien les coûts structurels, les coûts opérationnels, tant que sont peut-être élevés ici, tant que le business n'a pas atteint un certain volume. Donc, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'on a acheté et si ça rentre vraiment dans le business global. OK? Ensuite, qu'est-ce que je regarde ici? Le nombre d'actions, le nombre d'actions ici, il augmente ou diminue. Je vois ici qu'il diminue sur les derniers mois, depuis 2025, il rachète massivement le nombre d'actions. Globalement, même si c'est le cas. Mais également, on peut voir une chose, dette nette, vu qu'on a fait des acquisitions sur les dernières années, ici, on veut regarder quoi le niveau de dette nette. Le niveau de volume de dette nette ici, aux alentours de 5 milliards. 5 milliards, on génère combien en termes de free cash flow? Sur la moyenne, ici, on génère à peu près 6 milliards, 7 milliards, enfin 700 millions de free cash flow ici. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 7 ans. Enfin, en moins de 10 ans. On va le dire comme ça. Même si sur les derniers mois, c'est à peu près 1 milliard, etc. Mais la vraie question est de savoir, est-ce que c'est durable? Comme je l'ai dit, structurellement, on a une demande qui est présente, mais cette demande-là aimerait avoir des taux d'intérêt bien particuliers. Ils l'auront peut-être ou pas du tout. Il faut également mentionner une chose, et ça c'est favorable, et qui fait que le gouvernement américain fait tout pour que les taux d'intérêt, les taux hypothécaires diminuent. Comme vous le savez, la première richesse, le rêve américain à la base, c'est d'abord pouvoir acheter une maison. OK? Tout le monde a comme ça, c'est un objectif de vie pour la plupart des gens de manière générale ici, et surtout pour les Américains. Et les personnes qui achètent des maisons à un certain âge, on les appelle souvent les primo-ascendants, ce genre de choses-là. Bref, ça c'est autre chose, c'est un autre secteur d'activité. Donc en fait, si vous voulez même comprendre Equifax, vous devez également lire sur des entités comme l'ENAR, comme NVR ou ce genre de choses-là. OK? Donc ici, vous constatez que les free cash flow, si on les garde à ces niveaux-ci, on peut repayer la dette ici en moins de 5 ans. Mais maintenant, quand je vais l'analyser, il y a un élément qui change beaucoup. Et cet élément-là, c'est à peu près, voilà, un élément que je ne contrôle pas. Et cet élément, c'est peut-être le taux d'intérêt, le volume d'origination, etc. Et donc, comment est-ce que je vais me comporter avec ce business? Alors, je peux prendre les cash flows actuels, en sous-entendant qu'ils vont continuer à augmenter. OK? Sous-entendre. C'est-à-dire que ce qu'on a sur les dernières années ici, avec le Vantage Score, etc., ça pourrait s'améliorer de plus en plus. Les 5 dernières années, on a eu 1,3 milliard. Les 3 dernières années, c'est 1,3 milliard. Depuis, sur un an, c'est 1,6 milliard. Je prends les 5 dernières années, donc je normalise même. Je vais être prudent. 1,3. 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près aux alentours de 19 milliards 500. Si j'enlève la dette nette est peut-être ici, voilà, sur 5 milliards, disons 5 milliards 500 ici, moins 5,5, divisé par le nombre d'actions, idéalement, j'aimerais avoir ce business ici aux alentours des, voilà, 121 ici, aux alentours ici des 116 dollars l'action. Et puis d'ailleurs, 116 dollars, c'est ce que je mettrais dans ma watchlist. C'est le prix à partir duquel je me sens à l'aise de détenir cette compagnie. OK? Parce que ça inclut, voilà, je normalise 5 dernières années qui prennent en considération des taux d'intérêt assez élevés. Les taux d'intérêt pourraient même être à ces niveaux-là sur les années à venir, mais si les originations commencent à augmenter et que les autres segments d'activité prennent le relais, bah, l'entreprise pourrait au moins générer ce niveau de cash flow-là. OK? Donc, Equifax, déjà, je viens ici. Ça, ce sera mon prix. Voilà. OK. On va mettre quoi? 116, 117, c'était quoi encore? 116. OK. Equifax, 116. D'accord? Premier élément. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose. C'est un business qui est en pleine transformation. Si la norme actuelle,
voilà, les attentes des analystes se réalisent, etc. Voilà, on peut avoir ici, si je prends un cash flow, je préfère prendre les cash flow opérationnels parce que c'est un peu plus stable. Si on s'attend à peu près à 15 fois les cash flow opérationnels, ceux de 2028 ici, admettons que c'est durable, tout en sachant que 36% du temps, ils ont tendance à te tromper ici, donc faites attention. Bon, on pourrait monter à 278. Moi, la dette nette, je pense que la dette nette par action va être aux alentours de 40 ici, ça va faire à peu près $240 l'action. Donc, ciel bleu, $240. Mon hypothèse assez, enfin, si je veux rester conservateur, c'est 116. Et ça, c'est mon prix. Maintenant, à vous de voir si c'est un business qui pourrait vous intéresser. Mais rappelez-vous d'une chose, 2028 dépend d'énormément d'éléments. Taux d'augmentation du volume d'origination malgré les taux d'intérêt. Je dis bien malgré les taux d'intérêt. OK? Bonne santé du marché du travail et croissance ici des business émergents. D'accord? Donc, ça se produit, tant mieux. L'entreprise peut également continuer à faire des acquisitions. Donc, vous avez ces deux éléments-là. Si on se base sur mon hypothèse, enfin, si je reste conservateur, et encore, ça n'engage que moi, je dis bien ça n'engage que moi, quelqu'un d'autre aurait pu prendre 15 fois les cash flows actuels, je dis bien actuels, alors que moi, je préfère prendre la médiane ici, c'est celle qui me satisfait pleinement. OK? Donc, ça, ce n'est que mon avis. Bien évidemment, sur Equifax, je n'ai pas envie de vous dire « Ah, c'est surévalué ». Non, 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 non. Ça dépend des éléments. Voilà, ce que vous croyez de manière générale par rapport au marché, les marchés finaux de cette compagnie. Et si vous voulez l'analyser globalement, étudiez les marchés finaux. OK? Mais n'oubliez pas également qu'on a substitué un risque pour un autre. Donc, pour moi, c'est un business qui est assez particulier à analyser. OK? En tout cas, sur le long terme, ici, si quelqu'un l'achète à 167 $, est-ce que c'est vraiment un mauvais prix? Je ne pourrais pas dire non. Des dividendes, etc., vous pouvez tirer les conclusions. Le dividende est fait de grandes chances qu'il continue à croître ici, etc. Voilà, il n'y a rien à dire par rapport à ça. C'est par là que devrait s'orienter d'ailleurs le débat de manière générale. Mais faites attention à la stabilité des bénéfices actuels, etc. Donc, moi, je préfère rester sur les lignes. Si on vient me proposer 117, $120 par là, là, je pourrais commencer à acheter tranquillement. Tout en sachant que, bon, tôt ou tard, les taux d'intérêt vont avoir tendance à diminuer ou bien ça va devenir la nouvelle norme ici. Le plus important, c'est que la partie hypothécaire continue à remonter. Ou bien également, l'autre partie concernant ici les business émergents va avoir tendance à prendre la main. Bref, c'est comme ça que je vais réfléchir sur Equifax. Comme je l'ai dit, si on reste au niveau des chiffres, on perd du temps. Je vous ai proposé ma vision des choses. Vous pouvez également aller creuser sur ce que j'ai mentionné ici, décortiquer cela parce que ne croyez, voilà, doutez de tout, comme d'habitude sur Internet. Ok, faites vous-même vos propres recherches parce qu'à la fin, c'est vous qui prenez la décision finale d'acheter ou pas. Moi, je choisis de rester sur les lignes de côté, mais il y a une chose sur laquelle, il y a une chose sur laquelle on pourra peut-être être d'accord ici, c'est que c'est un bon business. C'est un business intéressant à voir en watchlist. Mais au prix actuel, quitte à me tromper, je préfère rester sur les lignes de côté. Surtout s'il y a un business moins compliqué à comprendre parce que Equifax, c'est pas aussi facile que ça. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Je remercie ici tous ceux qui nous ont permis d'atteindre le 7,5% ici et ceux qui nous permettront ici de dépasser cet objectif-là. Comme je l'ai dit, permettez-moi de gagner du temps. Sur ces chaînes, on veut faire du stock picking sérieusement, aller au-delà des chiffres, poser les bonnes questions et surtout uniquement réservé aux personnes qui veulent vraiment faire le travail. Merci, au revoir.